Nous sommes au premier lundi du 5e mois de l'année. Nous sommes aujourd'hui au 2 mai 2016. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans notre émission Talk Talk. Merci mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur LCF dans l'émission Talk Talk. Pour ce 23e numéro, nous avons en studio des confrères comme d'habitude. Le premier a pour nom Ambroise Ponjo. Il est le directeur de publication du journal des Guardians. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Junior, bonjour tout le monde. Tout à l'heure, Ambroise Ponjo sera rejoint par Fabrice Pétizi. Il est en route, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je vous rappelle qu'en deuxième partie, nous aurons un invité politique. Il est pour nous, Perkouma Ouala. Il est le secrétaire général de l'ADI, l'Alliance des démocrates pour un développement intégral du professeur Gogué. Alors, avant toute chose, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 2 mai 2016, nous démarrons par le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une ce lundi 2 mai 2016, violation des droits de l'homme. Le département d'État américain épingle le Togo. Corruption, surpopulation carcérale, favoritisme, malgouvernance. De la bonne gouvernance sous forme Gnassingbé, overdose de conseillers et de chargés de mission à la présidence de la République. Des anciens ministres automatiquement recyclés en conseillers. Pays pauvres et pression fiscale. Objectif de la pression fiscale et lutte contre la corruption. Cas du Togo. Le deuxième journal dans les caisses ce matin, Togo Matin. Togo Matin titre doléance des centrales syndicales au gouvernement, la zone franche, l'enseignement confessionnel et la situation à Ouassem. Dossier presse au Togo, naissance, évolution et défis. Réconciliation, présentation du plan stratégique 2016-2018, microfinance. La FINAM fait son entrée sur le marché togolais. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Nous rappelons à tous les directeurs de publication de nous faire parvenir la une avant le démarrage de l'émission pour qu'on puisse la montrer dans notre rubrique une des journaux. Et nous rappelons aussi à tous ceux qui nous suivent, surtout les annonceurs, que c'est possible de communiquer, de faire des annonces publicitaires dans l'émission Talk Talk au temps de la pause. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout à l'heure derrière ce jingle pour la première partie. Retour en studio, je rappelle que nous recevons ce matin deux confrères, ils ont pour nom Ambroise Ponjo. Il est le patron de l'hebdomadaire des Guardians. Bonjour Ambroise. Bonjour Junior, bonjour les téléspectatrices et les téléspectateurs de la télévision LCF. Nous disons aussi bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Radio City FM 89.9 MHz et aussi sur le www.lcftogo.com. Tout à l'heure, Ambroise Ponjo sera rejoint par Fabrice Pétizi, le directeur de publication du Libéral. On va démarrer avant qu'il n'arrive. Alors, on va parler de l'an 1 du troisième mandat du chef de l'État, Faure Gnassingbé. L'an 1 placé sous le signe du mandat social. Il y a donc un an, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, se faisait réélire pour un troisième mandat à l'issue d'un processus électoral plus ou moins tumultueux. On se rappelle surtout des conditions dans lesquelles les résultats ont été proclamés sans que les représentants de l'opposition à la CENI, du moins ceux de CAP 2015, ne soient associés. Un an après, alors, Ambroise Ponjo, que dans ton retenu de ce scrutin? Pour le scrutin présidentiel, ce que je sais, c'est que les choses n'ont pas été telles qu'elles devaient être. Plusieurs constats ont été relevés. D'abord au niveau du processus, le mandat n'a pas été limité, tel que ça se passe dans les autres pays. Et ensuite, on n'a jamais eu à obtenir les deux tours tant voulus par le peuple togolais. Et ensuite, les élections se sont déroulées, certes, dans une accalmie relative, mais aussi accompagnées de certaines irrégularités, de plusieurs irrégularités. Même les résultats qui ont été proclamés ont été mis en doute par une certaine classe de l'opposition. Et la manière dont même ces résultats ont été proclamés sème toujours le doute jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la tête de beaucoup de Togolais. Des cinémas qu'on a eu à voir à la télé par rapport au président de la CENI et au vice-président, tout ça là dénote une certaine mauvaise organisation du scrutin. Quoi qu'on en dise, les réalités sont là. Mais ce que je sais, c'est que également, on a eu à connaître un président élu proclamé par la Cour constitutionnelle, des institutions qui ne sont pas en règle avec les normes, parce qu'on confond, le président se confond à un parti politique, ce qui fait que dans la réalité des faits,
tout se lie, comme ces institutions sont là pour maintenir au pouvoir une personne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il y a une certaine complicité tacite des institutions étrangères, même des chancelleries, savent très bien que les indicateurs qui démontrent qu'il y a une élection présidentielle libre et démocratique dans un pays ne sont pas réunis dans notre pays. Mais ils ne le disent pas, ils se taisent, et raison de plus pour vous dire qu'ils sont complices. Et chaque fois, on vous dit qu'il y a des dons, de tels dons. Les Togolais n'ont pas besoin de ça. Le Togolais a besoin d'un changement. Même si c'est dans le même parti qu'une autre personne doit venir pour gouverner le Togo, nous, on n'en disconvient pas. Que les règles démocratiques soient étalées et que l'on puisse avoir réellement dans la transparence dans le processus d'un scrutin comme un scrutin présidentiel. Donc, pour moi, nous sommes toujours dans le statu quo depuis 10 ans, 10 ans plutôt 25 ans, et il est de bon ton que pour l'intérêt de la nation, pour l'unité du peuple togolais, l'on puisse réellement revenir au modèle démocratique. Le Bénin en a donné un exemple très récemment. Le Ghana, à côté, on n'en parle même pas. Le Burkina est un exemple qui rehausse l'image de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo ne peut pas être du reste de cette évolution, de cette démocratie. Et je crois que s'il y a une bonne volonté et une bonne foi du côté... On attendra l'étape du Bénin aussi un jour. Oui, on n'a pas besoin d'atteindre un siècle pour le faire. Demain même, on peut décider d'aller à la situation du Bénin. Il suffit de décider de limiter le mandat à 2 tours, que Fania Singbe se décide, bon, ok, en 2020, je ne vais plus me représenter. Nous, on va applaudir et on va acclamer tout haut. Ce serait une prouesse, ce serait une victoire pour le peuple togolais et pour lui-même. Et ensuite, reformer toutes les institutions qui sont autour de lui, que ce soit la HAC, que ce soit la Cour constitutionnelle, les institutions de la République qui aujourd'hui ne ressentent pas à une véritable institution indépendante. Il faut que tout ça soit touché pour que l'on puisse rentrer véritablement sur la voie de la vraie démocratie. Merci Ambroise Mondjo. Je rappelle notre second invité, il est promis, Fabrice Péguizi, il est là. Bonjour Fabrice. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Alors nous parlons de l'an 1 du troisième mandat de chef d'État Fania Singbe, placé sous le sceau du social. Alors ça fait 1 an, il a été réélu pour son troisième mandat. Alors d'abord, que retenu de cette élection qui a été marquée par des difficultés? On se rappelle la façon dont les résultats ont été proclamés avec les membres de CAP 2015 qui n'étaient pas associés. On a vu le scandale qui a eu lieu en direct sur la TVT. 1 an après, que retenu de ce scrutin de 2015? Oui, mais je crois que le scrutin de 2015, en ce qui concerne le Togo, quand on prend tout ce qu'on a connu comme élection depuis 1990, je crois que aussi bien les observateurs que l'ensemble de la communauté internationale estiment que c'est la meilleure. C'est la meilleure, pas pour dire que quand on dit que quelque chose est meilleur, c'est par rapport à un élément qu'on avait auparavant. Donc, qui dit meilleur ne veut pas forcément dire que tout s'est passé comme sur des roulettes, mais ce qui est sûr, c'était l'élection la mieux organisée, malgré les irrégularités qui ont pu l'entacher. Elle était mieux que tout ce qu'on a connu comme élection par le passé. Et donc, maintenant, que quand vous prenez l'ensemble de tous les pays sur le continent, et chacun a eu ces petits problèmes. Vous prenez le cas du Niger, il y a eu des difficultés. Vous prenez le cas du Bénin également avec le fichier électoral qui pratiquement n'existait pas. Les Béninois ont voté aussi bien avec des cartes d'électeurs, des cartes d'identité, tout cela était permis, alors qu'au niveau du Togo, ça fait partie des éléments sur lesquels on s'est longtemps tiraillé, notamment les fichiers électoraux et tout cela. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend l'exemple du Bénin, moi généralement, il ne me convainc pas totalement. C'est vrai que les Béninois nous ont prouvé du point de vue citoyenneté qui sont un peu en avance par rapport à nous. Mais l'organisation matérielle de l'élection en elle-même, je crois qu'il y a eu des éléments sur lesquels les Béninois ont fermé les yeux, des éléments sur lesquels les Togolais n'ont pas fait autant, où il y a eu des sérieux problèmes de tiraillement et autres. Et donc aujourd'hui, je crois que les Béninois à un moment donné se sont dit, bon voilà, s'il n'y a pas en réalité l'élément qu'ils ont de plus que nous, c'est qu'ils se font confiance.
alors qu'au niveau du Togo, on ne se fait pas confiance. Oui, Sinon, au Bénin, personne n'a contesté l'élection. Parce que le dernier scrutin, oui, c'est ce que j'ai dit. Il se fait confiance. Sinon, Okay. l'élection au niveau du Togo, la contestation a commencé même avant la tenue du scrutin. Parce qu'on a vu le fichier. Oui, fichier, notamment tous les débats autour du fichier. Maintenant, quand vous prenez le cas du Bénin, il n'y avait pas un fichier comme cela. À un moment donné, ils ont la lépille. Oui, à un moment donné, ils ont quand même permis. Ici, on n'a pas voté avec plusieurs cartes d'électeurs. C'est-à-dire que c'est les cartes d'électeurs qui ont été confectionnées pour cette élection 2015 qui ont été utilisées. Alors qu'au Bénin, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur peuvent voter. Il suffit de prouver que vous avez la majorité. On peut attester que vous êtes béninois. Et mais là, il fallait une carte d'identité parce qu'il y avait une liste électorale, donc il suffit de montrer la carte d'identité et on vérifie le nom avant de voter. Oui, justement. Mais au niveau du Togo, c'est des scénarios qui n'étaient pas possibles. Parce qu'il suffisait que la carte politique s'organise et la SEMT aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est des scénarios qui n'ont pas été possibles au Togo parce qu'on était fidèle à ce fichier électoral là, aux cartes d'électeurs et tout cela. Donc c'est des éléments, quand vous les prenez dans d'autres pays, ça passe. Pourquoi ça passe? C'est parce que les gens se font confiance. Et c'est pour cela que je dis, l'élément que le Bénin a de plus que nous jusqu'à aujourd'hui, c'est que notre classe politique ne se fait pas confiance. Avant même qu'on ne démarre les élections, bon, on estime que... À qui la faute? Ben justement, après, je sais pas. Je reviens vers c'est à l'ensemble des Togolais. Il faudrait que ceux qui organisent les élections également donnent des éléments, des éléments palpables pour qu'on puisse leur faire confiance. Et donc, c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, ce que le Bénin nous a montré, l'exemple qu'il nous a montré, même quand vous prenez, lorsque ça tardait un peu pour la proclamation des résultats du premier tour, ben, ici, on aurait déjà atteint des niveaux de tension pas possible. Alors qu'au Bénin, les gens ont pris leur calme, ils ont entendu, on a proclamé, et puis bon, ils sont allés à un second tour, la campagne s'est bien déroulée, malgré même les injures qu'on a eues de part et d'autre, tout ça là. Et donc, ça s'est bien passé là-bas, mais du point de vue d'organisation, je crois que au niveau du Togo, des efforts ont été faits, mais il y a un élément fondamental qu'il faut toujours retenir, c'est que la classe politique togolaise ne se fait pas confiance. Ambroise Bonjour. Oui, c'est sur ce dernier élément que je voudrais revenir par rapport à ce que Fabrice a dit. En réalité, effectivement, il y a une question de classe politique. Là-bas, il y a une certaine... Ce n'est pas une question de maturité de la classe politique du Bénin par rapport au Togo, mais je crois que les gens ont une certaine évolution mentale et psychologique électorale évoluée au Bénin. Au Togo, c'est vrai, il y a la question de la confiance qui se pose, mais il y a un baromètre. Le baromètre au Bénin, c'est la classe politique. Mais au Burkina Faso, le contraire, c'est le peuple. Donc, ça vous a dit que au Burkina Faso, le peuple s'est décidé à un moment donné que si nous ne prenons pas les choses en charge, nous allons rester ici à vita aeternam. Mais au Bénin, c'est une question de culture démocratique qui a pris son essor depuis la base. Et ça s'est poursuivi. Quels que soient les ratés qu'on a eu à constater au niveau de l'organisation, ça n'entache pas la crédibilité d'abord des acteurs et ensuite ça n'entache pas le temps que peut durer même le processus devant conduire à la proclamation des résultats. C'est ce qui a fait que les gens ne se sont pas rués. Au Togo, on serait au Togo déjà eu la suspicion autour de la CENI. À quoi est due cette suspicion? Ce que je veux savoir. C'est une question de confiance. Et cette question de confiance, moi je l'ai caporalisée au niveau des institutions qui ne fonctionnent pas bien. Je l'avais dit tantôt. Si les institutions fonctionnaient bien, les Togolais seraient dans leur maison, tranquillement, après 10 jours, 20 jours même, attendre des élections. C'est parce qu'il y a toujours la peur qu'il peut y avoir une manipulation des résultats quelque part, que les gens ont une certaine supputation dans la tête et que ça crée des tensions après. C'est ça la réalité. On va continuer. Alors, le chef de l'État, Fania Singbe, qui a été donc réélu pour la deuxième fois, donc pour son troisième mandat, alors, avait placé ce troisième mandat sous le sceau du social. Mais un an plus tard, on ne voit pas, du moins c'est les premiers fruits de ce mandat social. Oui, c'est vrai que quand un match dure 90 minutes, on peut, dès la première seconde, avoir un but. Tout comme attendre la 90e minute pour avoir également le but. Non, c'est tout simplement pour dire que on est à un an, et c'est vrai que jusqu'alors, on peut faire un bilan un an après. On le fera également lorsqu'il sera en fin de mandat. Mais ce qui est dire par rapport au mandat social, et c'est vrai que pendant longtemps, puisque l'élection a eu lieu en avril, et donc à partir du mois d'avril, on comptabilise
le troisième mandat de Faure Gnassingbé. Mais il faut dire que généralement, quand vous prenez un peu le fonctionnement de l'État, tout ce qui s'est passé d'avril 2015 jusqu'en décembre, ça relevait des actions déjà posées en amont. C'est-à-dire, par exemple, s'il y avait eu une certaine alternance, par exemple en avril dernier, il était difficile de commencer déjà à attendre quelque chose du nouveau président qui est élu jusqu'au mois de décembre. Non, déjà, les 100 premiers jours, il y a des actions concrètes qui sont posées. Hein. Oui, j'en viens, laisse-moi terminer. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui et jusqu'au mois de décembre, on fonctionnait sur le budget de l'année 2015. Et donc, pour réellement commencer par jauger les actions du gouvernement par rapport au nouveau mandat, je crois que c'est beaucoup plus en janvier. Et quand vous prenez le mois de janvier, il y a un élément capital, même s'il n'a pas encore produit ses fruits, notamment la question de la lutte contre la pauvreté avec le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire qui a été lancé pour essayer de résoudre le problème des poches de pauvreté qu'on a eu à constater. Parce que il y a quelque chose qui a été fait pour lutter contre la pauvreté en amont, quand vous prenez les différents projets comme le Profonat et tout cela. Mais on a constaté qu'il y a encore des éléments qui échappent à l'État et qu'il faut attaquer. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'élément fondamental sur lequel on peut se baser pour dire qu'il y a un début, je dis bien qu'on n'a pas encore les résultats, c'est cette initiative par rapport au PUDC qui a été validée par les Nations Unies avec la visite du chef de l'État à New York où je crois près de 258 millions de dollars sont susceptibles d'être débloqués et ça va durer sur 3 ans. Et donc, cela voudrait dire que du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, les résultats du PUDC, ce n'est pas, on peut pas déjà les avoir, mais il faut dire que c'est l'un des rares éléments que moi je vois quand il faut prendre ce mandat du point de vue social, même si la question des logements sociaux a été également plus ou moins concrétisée. Bon, je crois que c'est cet élément de lutte contre la pauvreté et par rapport à son dernier discours même, il est revenu là-dessus. C'est aujourd'hui l'élément qu'on a, mais sauf que il faut attendre encore un temps pour voir si c'est un programme vraiment qui peut lutter contre la pauvreté à la base. Ambrose Mondjo, le chef de l'État a été réélu en avril 2015. Il a passé son troisième mandat sous le sceau du social. Alors, un an plus tard, on voit que le bol de maïs coûte aujourd'hui 650 francs CFA sur le marché. Le bol du gari, 1000 francs CFA. Le bol du haricot, 1200 francs CFA. Le sac du riz, 5 kg parfumé, coûte 5000 francs CFA. Comme il était en mai 2015, le prix du kilowattheure reste inchangé. Où est donc le social? Oui, d'abord, je crois que moi, je tiens quand même à saluer une chose par rapport aux efforts qui ont été faits. C'est vrai, il ne faut pas critiquer pour critiquer. S'il y a des choses qui se font, il faut le dire. Moi, vous savez, l'inauguration de l'hôtel de février qui a été faite la dernière fois, moi, j'ai eu à sentir une joie intérieure. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dit depuis que la dernière fois où j'ai mis pied dans cet hôtel, c'est en juin 2007. Où je ne sais pas si c'est en 2007. Et cet hôtel était fermé. Et on a parlé des Libyens, des gens. Mais là où l'État a décidé de reprendre cet hôtel, d'abord, ça m'a intéressé. Parce que je me suis dit, quand vous allez dans d'autres pays, il y a un joueur quand même qui est un emblème, un monument pour l'État. Nous avons notre monument de l'indépendance, mais la tour du Togo, c'est le 2 février. Sauf que tout ce qui est à faire en termes de gestion de cet hôtel, ça aussi c'est un autre débat. Quel rapport avec le social? Oui, il y a des gens qui ont été recrutés là-bas. Oui, il y a des emplois qui ont été créés. Ça, même les regards de Lomé, c'est à mettre à l'actif de Faure Gnassingbé. Mais je vais être dur avec Faure Gnassingbé sur d'autres secteurs. Vous prenez actuellement le prix du bol du maïs, vous voulez de le dire, au marché d'Aïdogomé. Ce n'est pas réduisant. Nous, on avait écrit un article sur le pétrole. Je me suis réjoui que le gouvernement réagit. Il y a eu 3 baisses de prix. 5 mois. C'est bien. Mais ce n'est pas significatif, ce n'est pas conséquent dans le bol de la ménagère, dans le panier de la ménagère. Nous sommes allés dans notre dernière parution. Pourquoi on ne peut pas baisser le pétrole à 3,50 francs? C'est possible. Dissoudre ce comité de suivi qui est là-bas au ministère du Commerce, qui est une société privée, et refaire les choses pour que les Togolais puissent vivre la vérité des prix. Ça aussi, ça part du mandat social. Troisième chose, c'est l'électricité. Moi, je n'ai pas l'électricité chez moi à la maison. Vous savez pourquoi? Non. Un journaliste qui n'a pas d'électricité chez la maison, comment il va voir la télévision, la radio? C'est parce que c'est cette histoire d'araignée là, et finalement l'araignée même ne marche plus. On a certes fait un projet d'extension
Mais il y a surtout ce clientélisme au niveau de la CT. Ça, c'est une parenthèse. Je n'ai pas ça fait 21 jours que je n'ai pas d'électricité. Il y a le courant dans le poteau, vous voyez comme ça, mais vous devez payer quelque chose pour qu'on emmène le poteau chez vous. Ça, je vous le dis honnêtement. Ça, c'est le deuxième. C'est une parenthèse, c'est la parenthèse. Revenir. Et je voudrais dire aussi que tout ce qui se fait au niveau du Provenat, tout ça là, pas Provenat, PUGC, comment vous l'appelez, PUDC, oui. et FNFI, tout ça là, c'est bon. Mais je vous dis que la pauvreté est ambiante à Lomé. Je ne sais pas comment cela s'explique. Il n'y a pas d'argent. L'argent ne circule pas. Ouais. Je ne sais pas si tout ce qui devait circuler comme argent est investi dans les BTP. Et ça s'arrête là. Les gens font des investissements, je ne dirais pas inutiles, mais qui n'apportent rien aux Togolais. Les gens investissent dans les bâtiments. Les bâtiments n'apportent rien. 30 millions, 200 millions. Les Togolais veulent avoir l'argent qui circule. Vous allez à Abidjan, l'argent qui circule à merveille. Mais ça ne circule pas. Comment on peut créer l'ANSAT? Je parle bien du bol de maïs et du riz. On crée l'ANSAT, c'est pour justement réguler le prix quand ça arrive, quand nous sommes en une période de soudure. Oui. Mais il y a aussi un problème qui se pose là-bas. J'ai l'impression qu'on stocke ces céréales-là quand les Togolais, ceux qui doivent vendre ces céréales au bas peuple, ils le vendent à l'ANSAT à un prix raisonnable. Maintenant, j'ai l'impression qu'on stocke cela de façon, comment vous l'appelez, volontaire, et on laisse ça augmente sur le marché. L'ANSAT fait du business alors. C'est pas du social. Nous sommes en train de faire nos investigations et on reviendra. Vous me connaissez bien. On en parlera. Mais c'est vous dire que nous prenons le chef de l'État. Par exemple, au niveau du pétrole, quand ça baisse, que le marché, le prix de l'huile, le prix du maïs, le prix du sucre, tout cela descend. Les transports, ça ne descend pas. Vous allez imaginer qu'on a déjà descendu le prix du, même si ce n'est pas significatif, jusqu'à 3 fois. Mais au niveau du maïs, ça augmente. Il n'y a pas un mécanisme de régulation automatique des prix sur le marché. Alors, Fabrice, je donc pour le mandat social, pour terminer, je crois que le bilan est mitigé. Non, on a fait ce que on espère que les 4 prochaines années donneront quelque chose. Alors Fabrice, dis-moi, comment le chef de l'État peut-il faire mieux pour que faire mieux que les 11 dernières années, bien sûr, pour que le Togolais soit retrouve peut-être le bien-être ou bien que le Togolais ait un meilleur quotidien? Oui, non, je crois qu'aujourd'hui, le problème de la pauvreté, c'est une réalité. Je crois que si dans les discours, ça revient pratiquement tout le temps, c'est qu'on est conscient que c'est une réalité qu'il ne faut pas essayer de cacher. Et donc, vous allez voir que le Togo, c'est vrai, on le dit, revient de très loin. Les premières années, en 2005, on sortait d'une situation où après, on a mis en avant beaucoup plus une certaine réconciliation de la classe politique, calmer les esprits et autres. Ça nous a pris bonnement 5 ans. Et après, à partir de 2010, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus un accent mis au niveau des infrastructures qui n'existaient pas. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on peut estimer qu'on met trop d'argent dans les infrastructures, aussi bien routières, aéroportières que maritimes. Mais il faut dire qu'à un moment donné, ça n'existait pas, il nous fallait des routes. Bon, aujourd'hui, on n'en a pas encore assez, mais on en a un peu. Et donc, je crois que c'était à bon escient de consacrer ce 3e mandat-là au social, parce que le problème de pauvreté est réel et les gens l'ont dit, on ne mange pas que les routes, même si les routes peuvent contribuer au développement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à des projets qui puissent permettre de sortir le Togolais de la pauvreté. Vous avez parlé du prix du bol de maïs qui est à 1000 francs. Ce n'est pas forcément un prix exagéré si on avait un pouvoir d'achat élevé. Parfois, c'est le fait qu'on n'ait pas un pouvoir d'achat élevé, ça nous donne l'impression comme si tout était cher. Et donc, il faut relever le pouvoir d'achat. Mais la vie est chère au Togo, on le reconnaît quand même. Oui, quand vous faites un comparatif par rapport aux autres pays de la sous-région, il y a des éléments. Par exemple, quand vous prenez la question du loyer, vous allez du côté d'Accra pour louer un appartement, c'est pas la même chose que vous avez. On n'a pas le même SMIC avec le Ghana. Justement, c'est pour cela que je dis, généralement, les choses peuvent nous paraître très chères parce qu'on a un pouvoir d'achat très bas. Nous avons les salaires les plus bas de la sous-région. Donc, naturellement, si on achète un bol de maïs à 1000 francs... c'est le bol du Gari qui est à 1000 francs. Le bol de Gari, pardon, à 1000 francs. Et si un Ivoirien l'achète au même prix, vous voyez que l'Ivoirien est plus à l'aise parce que son revenu est plus élevé. Et donc, il faut... Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus ça. La vraie opposition de Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est ce social-là, la pauvreté.
à laquelle il faut forcément apporter des solutions. Et donc, il faudrait que les projets qui sont initiés puissent apporter leurs fruits dans les meilleurs délais. Quand vous prenez par exemple le Provonat, où on essayait de réduire un peu la question de chômage temporairement, vous avez vu que ça concernait les jeunes diplômés sans emploi. Alors qu'à côté de ces jeunes diplômés-là, il y en a qui ne sont même pas allés à l'école, il y a des semi-scolarisés, à qui aussi il faut permettre de vivre bien, décemment, parce que un pays, c'est pas seulement les diplômés qui préoccupent. Donc aujourd'hui, effectivement, le problème de pauvreté est un problème réel et nous espérons que les différents projets qui sont initiés vraiment essaieront d'apporter la solution dans les jours à venir pour que le Togolais puisse retrouver un peu de sourire. Alors hier, c'était la fête des travailleurs le 1er mai, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a décidé d'annuler la dernière augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité là-bas en Côte d'Ivoire. Chez nous, on n'a eu aucune annonce. Oui, là-bas, c'est parce qu'il y a eu une grogne que le chef... Ce qui m'intéresse de lui, c'est vrai que c'est un monsieur que je ne porte pas trop dans mon cœur, mais ce qui m'intéresse, quand il y a un mouvement, il réagit immédiatement. C'est ce que Faure Gnassingbé devait faire ici au Togo aussi. Il ne faut pas attendre ces conseillers qui finalement deviennent des dormants là-bas à la présidence. Un journal vient de le publier, non? Des conseillers qui franchement ne font rien. C'est-à-dire que quand on a l'écoute du peuple, quand il y a un grogne, il réagit immédiatement. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai, ici, depuis 2007, des travailleurs avaient soumis des doléances, de nombreuses doléances au gouvernement. Et il se fait que, à part, pas le tiers, c'est les 3/10 qui ont été faites. Et hier, je suivais un représentant de, comment on l'appelle, le secrétaire général de la CNTT, qui essayait d'habiller le gouvernement. Le ministre Barra même l'a reconnu. Rien n'a été fait. Un syndicat n'applaudit pas. Un syndicat n'applaudit pas. Ça dit que rien n'a été fait. Dites que rien n'a été fait pour que le gouvernement puisse aller de la... Ce que vous voulez, ils ont eu les 20 000, 30 000. Ça a été fait quand même. On peut dire que rien n'a été fait. Allez vérifier les 20 000, 30 000 qui ont été faits, c'est beau. Mais tout a été dépouillé par la suite. Tout a été dépouillé. Oui, les syndicalistes vont vous l'expliquer. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous allez toucher les rétentions de comment vous les appelez, les retenues. Voilà, tout ça l'a fait que les 20 000 francs ne signifient à rien. Sauf ceux qui sont dans la catégorie C et D, qui vont dire que quand je gagne 25 000 francs, mon salaire monte à 45 000 francs. Il y a une augmentation substantielle, c'est conséquent. Mais celui qui est un cadre A1 ou A2 ne sent rien. Donc aujourd'hui, je crois que les travailleurs doivent revoir la méthode de lutte. C'est-à-dire que les revendications, ici par exemple, quand je prends notre corporation, par exemple, il n'y a pas jusqu'à présent une convention collective. Ça, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement. Il y a une part de responsabilité qui vient aux employés eux aussi. C'est ce que les gens en font. Ce qui m'intéresse de cette fête, au final, c'est la joie qui anime les travailleurs de tous les secteurs. Surtout les secteurs informels. Il y a eu une fête hier, on a vu. Contrairement à ce qui s'est passé avec le 27 avril, vous allez voir, c'est comme si c'est le 1er janvier. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, le gouvernement doit essayer de revoir sa structure du Conseil national du dialogue social pour faire du vrai et non du saupoudrage. Le saupoudrage consiste à faire quoi? À flouer les travailleurs et les centrales syndicales qui ne se respectent pas. La coordination qui devait aller avec de vraies revendications, si le gouvernement ne le fait pas, il pose des comment vous l'appelez, il met le gouvernement en garde, et que pour pousser le gouvernement à aller à l'essentiel. Parce qu'au final, après 10 ans, rien n'a été fait concrètement. En dehors des 20 30 000 francs qui ont été ajoutés au salaire des gens. Fabrice, nous allons aller au Comores pour parler d'un fait politique là-bas, parce que là, c'est un truc qui n'arrive pas tout le temps en Afrique. Alors, la Cour constitutionnelle des Comores ordonne la reprise de la présidentielle dans 13 bureaux de vote sur l'île d'Anjouan où le vote avait été perturbé. Alors, j'aimerais qu'on en parle parce que ça, c'est très rare en Afrique. Comment interprétez-vous cette décision de la Cour constitutionnelle des Comores? Oui, mais je crois que c'est vrai que c'est très rare, mais ça existe dans nos tests. C'est-à-dire que on dit souvent que quand il y a une irrégularité qui peut influencer les résultats, on reprend. C'est quand ça n'influence pas
forcément les résultats qu'on ne reprend pas. Et au Togo, on a une expérience en législative de 94. Il y a eu des annulations dans certaines localités où on a à l'extrême nord et aussi dans le nord, je pense, où on a repris. Donc ça figure dans tous les tests. Mais en 2003, il y a eu des irrégularités à Tchévier, ça n'a pas été repris. L'élection a été purement annulée dans Tchévier. On l'a vu en 2005 à Lomé, ça a été annulé. Et les résultats de Tchévier et de Lomé n'ont pas été pris en compte. Oui, bon, c'est pour cela que je dis, tout dépend de l'interprétation que la Cour constitutionnelle donne. Et généralement, je crois que l'élément fondamental, parce que d'abord les élections, ça a un coût. Et donc, bon, si les voix qu'on est en train d'annuler, si on estime que sur l'ensemble, parce que c'est comme ça, eux, ils traitent ça. C'est pour cela, en 94, ça a été repris dans certaines localités parce que c'est déterminant. Vous allez voir, il y a eu un pays où 2 élections, la présidentielle et législative, ont été organisées. Et je crois que... C'est en Centrafrique. En Centrafrique, oui. On a annulé les législatives, mais on a laissé la présidentielle. C'est-à-dire, au plan local, s'il y a une fraude dans un grand quartier à Lomé où on constate que ça peut avoir un impact sur un élu du peuple, on doit répondre. Mais si on remonte ça à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, sur l'ensemble du pays, et on constate que, bon, en réalité, ça ne peut pas vraiment modifier, c'est-à-dire l'allure des résultats qu'on a, et là, on laisse tomber parce que bon, ça va être une dépense inutile parce que ces éléments-là, ça ne changera rien. Mais si ça modifie l'issue des résultats, c'est-à-dire si on se dit, c'est comme un peu au niveau de la Côte d'Ivoire en 2010, quand vous prenez le Nord, où pratiquement on estime que les gens de Gbagbo n'ont pas vraiment eu la même mise sur tout ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même un élément qui peut amener à annuler une élection parce que c'est une grande partie du pays où on n'a pas vraiment maîtrisé comment les élections se sont déroulées là. Mais si pour une présidentielle, c'est dans un quartier ou dans une ville où il y a une irrégularité et quand on répercute ça sur l'ensemble des résultats, ça ne change pas grand-chose. Mais enfin, on laisse aller. On commence dans 13 bureaux de vote, mais ils ont décidé de reprendre l'élection. Oui, très important. C'est une très belle leçon de démocratie. 13 bureaux de vote avec 15 000 voix. Alors que avec 7 000 voix. 7 000 voix. Oui, 7 000 voix. Azali Assoumani devançait l'autre de 2 000 voix. Oui. Donc ça voudrait dire quand même que la démocratie s'est imposée en ce moment-là. Parce que ici, par exemple, on vous dira que ces incidents ne sont pas de nature à entacher la globalité des résultats. Et là, que eux, ils ont déjà déduit que ça pourrait, 2000 voix, peut changer à tout moment. Donc, vous voyez que en réalité, quand notre Cour constitutionnelle dit ces choses-là, elle n'a en fait pas raison. Non, Fabrice, on le laisse parler et puis tu as encore parce que là, on doit l'inviter. Je comprends ce que Fabrice vient de dire par rapport aux législatives. Ça, pour les législatives, c'est dans des zones différentes. Mais ici, la présidentielle, c'est peut-être 2 personnes ou 3 ou 4 personnes. Il faut trouver une seule personne pour être élu. Mais quand la Cour constitutionnelle vous dit, par exemple, que des résultats de Mango, par exemple, toute une ville, ou bien dans plusieurs circonscriptions ne sont pas de nature à entacher la globalité des résultats, ça pose un problème pour ceux qui sont des démocrates, ceux qui détiennent les indicateurs de la démocratie. Donc, ce qui s'est passé au Comores doit servir de leçon en réalité. C'est vrai qu'ils ne sont pas en 300 000 poussières. Donc, les 2000, on vous dira que ça n'a aucun incident, mais c'est parce qu'eux, ils savent que dans avoir d'incidents, il suffit que les 7000 personnes votent en faveur de quelqu'un. Ça bascule les choses. Donc, je crois que nos pays doivent copier ce qui se passe au Comores. Et je crois que là aussi, la démocratie en marche comme dans d'autres pays comme l'île Maurice. Fabrice, je crois que ce qui se passe là-bas, on se comprend bien. C'est-à-dire, vous dites que l'écart entre les candidats, c'est 2000 voix. Or, quand on prend l'ensemble des zones où il y a irrégularité, ça fait près de 15 000 voix. C'est à répondre. C'est à répondre parce que sur les 15 000 là... Non, c'est 7 000. 7 000. Sur les 7 000, celui qui dépasse, il peut avoir renversement de situation. Donc, logiquement, on reprend. Mais quand je prends une élection au Togo, par exemple, dans la Bina, où il y a... Le Zion, en 2003, le Zion, ça pesait quand même un peu de 50 000 voix à l'époque. Mais ils ont annulé purement simplement. L'élection avait été reprise là-bas. Oui, bon, c'est-à-dire que quand on annule, mais maintenant, à l'échelle nationale, il faut voir quelle est la répartition, quel est l'impact que cela doit. Si c'est prouvé que le fait d'annuler là-bas et de ne pas reprendre, là, on peut contester la Cour constitutionnelle dans sa décision. Okay. Tout simplement. Non, on a un problème, parce que les 50 000 voix, même si le candidat qui souhaiterait gagner ne peut pas gagner, celui qui était en tête reste toujours en tête, il peut y avoir une diminution de points
Là, c'est pour les résultats, c'est pour l'histoire. Merci, cher confrère. Alors, mesdames, messieurs, Toc Toc se poursuit tout à l'heure. On marque une pause et on reçoit derrière la pause notre invité politique. Il a pour nom M. Perkouma Wala. Il est le secrétaire général de l'ADI. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Studio avec notre invité. Voilà, il est le secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral ADI du professeur Gogué. Bonjour, monsieur Wala. Bonjour, monsieur Junior. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation pour Toc Toc de ce matin. Le plaisir est partagé. Oui. Vous êtes le nouveau secrétaire général de l'ADI depuis plus d'un an. Alors, comment d'abord se porte votre parti après la présidentielle de 2015 où votre candidat a eu environ 5% de suffrages exprimés? Le parti ADI se porte très bien. Après la participation malheureuse, étant donné que nous avons été vaincus. Et donc, nous avons pris tout ce temps pour analyser de fond en comble les résultats, pouvoir voir quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer et comment projeter les actions dans l'avenir. C'est ce que nous faisons jusqu'à ce jour. Alors, vous avez décidé de participer à la présidentielle de 2015, bien que, sachant que les résultats, les conditions n'étaient pas remplies, puisqu'on a vu le problème du fichier. Alors, à qui est la faute finalement? Après cette défaite, vous avez été laminé, puisque le candidat du pouvoir a gagné largement. Selon les résultats officiels, à qui la faute? La faute, elle est partagée. Elle est partagée entre les acteurs politiques des deux bords, et elle est aussi partagée par le peuple lui-même. Parce que, souvenez-vous que à 2 ou 3 mois avant la présidentielle proprement dite, il y avait une question, un débat national sur la question des réformes. Comment est-ce que ce débat a été géré? Je pense que c'est pour ça que je dis que la faute est située dans les différents groupes. D'abord, le refus du pouvoir d'accéder à ces réformes. Et puis, d'un côté, une certaine intransigeance du côté de l'opposition à créer une atmosphère apaisée qui amène tous les acteurs à accepter la nécessité de définir un cadre qui réconcilie tout le monde, qui fasse que tout le monde puisse se retrouver et procéder à ces réformes-là. Et le troisième élément, en parlant du peuple et des citoyens, c'est que Afrobaromètre, à 2 ou 3 mois de ces élections, disait que 85% des Togolais étaient pour les réformes. Mais nous n'avons pas vu véritablement ces 85%-là soutenir les positions qui étaient en faveur des réformes avant l'élection présidentielle. Maintenant, sans les réformes, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait laisser le pouvoir continuer par aller comme si c'était un boulevard ouvert? Non, pas du tout. Il fallait quand même être présent sur le champ politique, dans le débat politique, et essayer de tirer des leçons et pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que la participation à cette élection de 2015 vous a rapporté au niveau de votre parti? Non, la participation à cette élection nous a rapporté 2 choses. La première chose, c'est la première fois que le parti a dit depuis 23 ans d'existence, plus de 23 ans d'existence, puisque c'est en 91 que le parti a été créé. Donc, c'est la première fois que le parti participait à une élection présidentielle. Et je me rappelle que dans beaucoup de débats, les gens nous disaient, vous n'êtes qu'un micro-parti, on vous réserve 0,000 quelques %. Et donc, la participation a permis de démontrer que nous sommes un parti suffisamment implanté, même si nous ne sommes pas implantés sur toute l'étendue du territoire, mais nous avons un bastion
sur lesquels nous pouvons compter pour occuper l'espace restant. Deuxième élément, c'est que ça nous a permis d'enclencher une nouvelle dynamique dans la manière dont les choses se passent dans notre pays. Parce que dans notre pays, vous avez, pendant les élections, deux camps qui s'opposent généralement. Le camp de l'opposition rassemblé autour du FRAC en 2010, autour de la candidature de Bob Akitani en 2005. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une situation où les choses vont se faire différemment. Comment ? Différemment dans quel sens ? Dans le sens où nous appuyons, nous accentuons notre action sur le message que nous portons à la population. Le message que nous portons à la population, parce que pour certains, il faut garder le pouvoir et continuer. Pour d'autres, il faut l'alternance comme slogan. Mais pour nous, nous venons avec une proposition concrète de la transformation de la société togolaise. Et comment ça va se faire sur le terrain, dans la pratique du moins ? Dans la pratique, c'est tout ce que nous appelons la formation, l'éducation des Togolais à la citoyenneté. Parce que pour l'instant, nous avons traversé plus de 20 ans de démocratisation dans notre pays et nous nous rendons compte que les b.a.-ba de la citoyenneté sont maîtrisés, même pas du tout maîtrisés par certains leaders politiques. Ça veut dire que quel que soit le dirigeant qui va arriver, si nous ne travaillons pas à enraciner ce concept de citoyenneté dans la population, nous risquons d'être déçus ou nous risquons de continuer dans ce qui se fait aujourd'hui, bien qu'on aurait changé la tête gouvernante. Oui, moi je voudrais savoir, vous l'avez dit, c'est après 23 ans après, c'est la dernière fois seulement que le parti a participé à une élection présidentielle. Vous avez eu un score intéressant pour une première participation, ça c'est mon commentaire. Mais avant cela, lors des législatives, vous étiez allé avec les autres partis qui étaient membres du collectif Sauvons le Togo. Et au Parlement, on a vu une certaine union entre l'ADI et l'Alliance nationale pour le changement. Et puis après, vous avez fait cavalier seul, vous vous êtes retrouvé à la présidentielle. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres partis politiques, notamment l'ANC de Jean-Pierre Fabre? Est-ce qu'il y a une possibilité que ces deux partis-là se retrouvent encore pour les batailles à venir, ou alors c'est une scission à vie? Il n'y a pas de scission à vie en politique. Il y a des rapports qui peuvent de temps en temps prendre un peu de l'eau. Je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et en son temps, nous avions expliqué pourquoi est-ce que nous avions pris nos distances par rapport à notre partenaire, qui était l'ANC. Et au sortir des élections, nous avons essayé de contacter certains autres partis de l'opposition et nous continuons les échanges pour voir dans quelle mesure nous pouvons optimiser les rapports, quitte à mobiliser, à créer une synergie d'action. Parce que pour nous, nous avons pratiqué pendant de longues années la politique de l'union. Nous sommes le seul parti à avoir soutenu fermement l'UFC d'antan, à avoir soutenu fermement aussi l'ANC d'antan. S'il est arrivé à un moment que nous prenons nos responsabilités pour dire, eh bien, nous pensons que les choses ne doivent pas continuer comme ça, à moins que nous nous attendons sur un minimum. Et comme nous ne sommes pas arrivés à nous entendre sur le minimum, nous avons dit, alors là, il faut reprendre les choses autrement, il faut s'engager sur une nouvelle voie, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes ouverts à tout échange qui peut apporter un plus au Togolais. Parce que l'heure n'est plus à faire la politique pour des leaders. L'heure est à faire de la politique pour les citoyens. Quelle est la place du citoyen togolais dans tous les actes que nous posons? Aujourd'hui, nous n'avons pas les réformes. Nous aurons pu les avoir, même si elles étaient à minima. Ceux qui ont défendu qu'il n'y aura pas la candidature de Faure. Faure a été candidat et plus il a été encore élu. Et il est encore président. Ça veut dire que nous cherchions peut-être les choses pour des leaders et non pour les citoyens. On aurait pu
s'accorder sur un minimum, avoir des réformes, les 2 tours, la limitation de mandat. Et aujourd'hui, la lutte continuerait sur d'autres aspects. Donc c'est ce que nous disons aujourd'hui, qu'il est fondamental que tous les acteurs politiques comprennent que, en tant que leader politique, nous ne faisons pas la politique pour une satisfaction personnelle ni individuelle, mais nous devons faire la politique pour les citoyens. Puisque en définition, la politique c'est quoi? C'est l'art de gérer la cité. Donc on gère la cité pas pour soi-même, mais pour ceux qui peuplent la cité. Avant de revenir au confrère Ambroise, j'aimerais relancer une question. Oui. Parce que je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que l'ADI a participé à cette élection pour montrer que l'ADI pèse réellement sur l'échiquier politique. Parce qu'en allant même, vous savez que vous devez perdre. Alors pourquoi ne pas se rallier avec les autres et optimiser les chances de l'opposition pour avoir l'alternance, par exemple? Oui, ce qu'il faut dire sur cette question, nous étions dans la dynamique de l'union de l'opposition pour la candidature unique. Et vous savez comment nous avons quitté le conclave. Quand vous discutez avec des partenaires et qui en retour ne vous considèrent pas comme des partenaires et vous jettent à la figure, eux seuls ils peuvent gagner l'élection. Premier élément. Deuxième élément, quand vous discutez avec des partenaires pour dégager un consensus, un candidat consensuel, et que vous posez comme préalable la nécessité d'avoir au moins un programme de gouvernement commun et de dégager une stratégie commune, et que vous n'êtes pas écouté, vous faites comment? Vous dites alors, ça veut dire que si nous ne pouvons pas avoir un minimum d'entente qui nous permette d'aller ensemble, il sera difficile d'avancer ensemble. Et je me rappelle que au moment avant de quitter le conclave, c'était clair parce que pour nous, nous disions que au-delà du fait qu'il faut un candidat consensuel, au-delà du fait qu'il faut une entente sur un minimum de programme de gouvernement, nous devons mettre comme priorité d'abord la lutte pour les réformes, avant la question des candidatures, parce que pour nous, la question des candidatures divisait plus que la question des réformes. Tous les partis étaient unanimes sur la question des réformes. Pourquoi ne pas mettre toute notre énergie sur cette question des réformes? Je pense que c'est là où nous ne nous sommes pas compris et on nous a demandé de libérer les lieux, ce que nous avons fait. Et donc, vous vous rappelez, dans les débats, et beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas revenir sur ces choses-là. Ce qui est important, aujourd'hui nous avons participé à cette élection parce qu'il était important en tant qu'acteur, pas des moindres sur l'échiquier politique national d'y être et de pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons relancer la dynamique à l'avant. Ambroise. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. On a l'impression que la situation politique est bloquée actuellement et vous constaterez au même titre avec moi que les choses se déballent du côté du pouvoir, les lois sont envoyées à l'Assemblée, il n'y a aucune contestation et les réactions de l'opposition se font quand on annonce un scrutin ou un processus électoral. Vous, la faute est à qui? D'abord à la classe politique de l'opposition, vous donc, et à vos collègues des autres formations politiques, ou la faute est au peuple, parce que au même moment il y a un certain laxisme du côté du peuple. Et on a l'impression que l'opposition attend toujours que le véhicule passe devant lui, alors que le véhicule passe sur le pont. Pas du tout. Je ne perçois pas les choses comme ça. Ça peut avoir existé à un moment. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce rapport. D'abord, un premier élément qu'il faut relever, c'est le braquage du système qui nous gouverne. C'est-à-dire que vous reprenez le système hier RPT, aujourd'hui UNIR, c'est un système qui est braqué et qui verrouille tout le système du pouvoir. Et donc, qui n'est pas prêt à ouvrir le débat. Je pense que les derniers débats sur la décentralisation en est une illustration. Où vous sentez réellement que le pouvoir n'a pas envie de créer une certaine sérénité dans le débat politique. Il veut toujours faire un passage en force. Maintenant, en face, qu'est-ce que nous, en tant qu'opposition, acteurs qui nous opposons à ce pouvoir, nous faisons? Nous brillons par nos querelles internes. Ça, je vous le concède. Mais nous posons quand même des actes. Nous posons des actes pour éclairer le peuple. Vous dites les lois sont envoyées, votées, mais pas du tout. Les lois sont envoyées. C'est vrai que la majorité étant du côté du pouvoir, quelle que soit
les éléments que les députés de l'opposition relèvent, avec le vote mécanique que nous connaissons chez nous au Togo, celui qui a la majorité finit par l'emporter, quelles que soient les résistances que les députés peuvent opposer à ces projets de loi. Et c'est là où je disais que le peuple, c'est vrai, va nous dire aujourd'hui qu'il y a une certaine lassitude, une certaine démotivation par rapport aux échecs connus par tous les mouvements qui sont enclenchés depuis les années 90. Tous ces échecs de la faute des leaders, il faut le dire, de certains leaders, ont fait que aujourd'hui le peuple est complètement attentiste. Et plus que attentiste, le peuple est résigné et ne s'engage plus de façon ouverte dans les revendications et dans la lutte. C'est pour ça que pour nous, à Adi, nous avons dit qu'il est important aujourd'hui de replacer le peuple au cœur du débat politique. Quand on dit replacer le peuple au cœur du débat politique, ça veut dire que ce n'est plus le moment des slogans pour des slogans, mais c'est le moment des slogans qui s'appuient sur un programme réel, un projet réel de transformation de notre société. Alors, monsieur, voilà, on se rappelle avant la présidentielle de 2015, votre parti avait introduit une proposition de loi à l'Assemblée pour les réformes politiques. Alors, on se rappelle aussi que cette proposition s'est arrêtée en commission et n'a pas évolué. Mais depuis lors, ces silence radio, c'est fini. Est-ce qu'on va attendre 2020 avant de parler encore des réformes? Pas du tout. Alors, pourquoi ce silence de la part du parti Adi? Pas du tout. Au niveau du parti Adi, comme je vous l'ai dit, quand vous sortez d'une présidentielle telle que la présidentielle de 2015, avec tous les soubresauts qui ont entouré la préparation de cette élection jusqu'à la proclamation chaotique des résultats, il faut faire ce qu'on appelle une analyse sans complaisance. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un bilan de la participation, un bilan de façon globale, même des autres forces politiques. Et après cela, nous avons travaillé à dégager et à mettre en place un plan stratégique que nous venons de boucler, un plan stratégique 2016-2020. Parce qu'il n'est plus question de continuer par faire comme si nous naviguions à vue. Et de ce plan stratégique, nous avons sorti un plan annuel pour 2016 que certainement nous allons dévoiler bientôt lors de la rentrée politique. Nous sommes déjà à mai. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas toujours. C'est vrai qu'on peut toujours prendre un peu de retard, mais il faut quand même commencer. On dit que dès que vous montez la première manche de l'escalier, c'est que au moins vous avez encore la foi que vous pouvez aller plus loin. Oui, monsieur le secrétaire général, j'ai une question. Vous l'avez dit, l'opposition a toujours eu des difficultés à parler d'une seule voix. Alors, face à cette incapacité aujourd'hui, la loi vous permet d'avoir au moins un porte-parole avec le statut de l'opposition qui a permis d'avoir un chef de file de l'opposition aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Fabre qui incarne ce titre. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez confiance en lui? Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment prendre en considération vos préoccupations? Est-ce qu'il vous contacte sur certains sujets d'actualité politique avant de réagir? Oui, moi j'ai lu très bien la loi sur le statut de l'opposition avec tout ce qui est conféré au chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre est le leader du parti de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc c'est à lui que revient à juste titre le titre de chef de file de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il l'utilise juste pour rassembler ses amis qui sont juste autour de lui, ou veut-il ratisser large? Mais je retiens toujours une seule phrase qu'il a donnée en interview, c'est qu'il ne va pas rassembler ceux qui ne veulent pas être rassemblés. Donc nous, au niveau de ADI, nous attendons. Nous sommes ouverts à tout échange, mais nous disons que cela doit se faire dans un certain cadre. Vous le reconnaissez en tant que chef de file quand même, au niveau de la Il est le leader du parti qui a le plus nombre de députés, donc nous ne le contestons pas le titre de chef de file de l'opposition. Alors, un an après la présidentielle, c'est la dernière question. Est-ce que vous avez tiré des leçons? Alors, est-ce que vous savez réellement pourquoi l'opposition a été battue à la dernière présidentielle?
L'opposition a été battue à la dernière élection présidentielle par manque de stratégie. C'est ce que je peux vous répondre. Et donc chaque fois, l'opposition, ça fait plus de 26 ans, c'est ça, non? Quand le processus a été enclenché. Oui, vous devez comprendre que l'opposition togolaise, malheureusement, ne fait pas ce qu'on appelle des réagissements stratégiques en fonction des situations. On prend une stratégie, on la suit, c'est quand on est buté qu'on redéfinit une autre et ainsi de suite. Il faut changer à un moment. Alors, mesdames, messieurs, c'est pas l'heure est passée très vite. Cette émission arrive à s'en faire. Ambroise, désolé, vous avez encore une question à notre invité, mais le temps est passé. J'espère qu'on aura encore monsieur dans les semaines à venir pour nous expliquer d'autres sujets. Monsieur Wala, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames, messieurs, merci pour la fidélité à LCF, à notre émission Talk Talk. Merci aussi aux amis de City FM et à nos amis qui nous suivent aussi sur le www.lcftogo.com. Merci Fabrice Begezi. Merci à toi. Prochainement, tout à l'heure. Merci à Ambroise Kondio. Mesdames et messieurs, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.